à l'époque aussi, nous avions noté qu'il y avait des règlements de compte personnel. C'est-à-dire que bon, vous aviez un problème avec votre voisin, vous ne faites pas de la politique, mais à l'occasion justement de ces événements que nous avons connus, ben, vous appelez les applaudissements et puis on infligeait des punitions. C'était une forme de vengeance que nous avons connue et qui a donné une image un peu triste du Togo. Alors, les gens ont interrogé les dirigeants de l'époque et dit mais pourquoi vous laissez faire des choses comme ça? Je vous fais grâce des réponses qui ont été données. Et quand je parle des traumatismes psychologiques et la nature des régimes, je crois qu'il y a un dirigeant, il faut bien l'examiner. Parfois, nous avons des traumatismes qu'on dit originaires, j'en parlerai tout à l'heure. Et quand nous avons le pouvoir, nous voulons écraser tout le monde, nous voulons nous venger un peu de nos propres faiblesses antérieures, d'une enfance qui a été mal vécue, nous n'avons pas pu sublimer certaines difficultés, et donc le pouvoir est une occasion, à jamais rêver, pour se venger contre les autres, pour montrer que ben moi j'ai un ascendant sur vous. Aujourd'hui j'ai le pouvoir, je peux faire de vous ce que je veux. Dans ce système politique, c'est ce qu'on appelle le régime d'état de nature. C'est le tout premier régime politique que l'humanité a connu. Le régime d'état de nature, c'est le régime de la violence. Il y a un auteur français, Pierre Manat, qui a trouvé une formule très saisissante. Pierre Manat dit ceci: le régime d'état de nature se résume en une phrase très simple. Celui qui a le pouvoir, il dit: vous êtes plus intelligent que moi. Vous êtes plus beau que moi. Mais ce qui compte entre nous, c'est que moi, je peux vous donner la mort. Donc, toutes vos qualités, si vous avez des qualités intellectuelles, des qualités physiques, des qualités morales, dans l'état de régime de nature, cela ne compte pas. Ce qui compte dans l'état de régime de nature, c'est la mort. Moi, je peux vous donner la mort. Alors, la mort, pour donner la mort, on inflige la violence aux gens. Alors, très vite, de 58 à 63, disons pratiquement, puisque le régime de Sierra Leone a été détruit, ou, comment dirais-je, enfin, Olympia a pris le pouvoir et sa vie en 1963, le 13 janvier 63. Il y a eu beaucoup de violence. De quelle manière? Mais par les lois. Il a mis en place des lois qui lui permettaient de mettre en prison ses propres partisans, ceux qui ont lutté pour l'indépendance. C'est ainsi que Anani Santos, Firmin Abalo, Edson de la Juventus, des Togolais qui ont effectivement, qui sont des nationalistes, qui ont lutté pour l'indépendance, très vite se sont retrouvés en prison dans des conditions qui touchent pratiquement, disons, qu'on peut considérer comme étant des conditions dégradantes sur le plan du respect des droits de l'homme. Et cette violence s'est poursuivie jusqu'en 1963. Et quand on a, par exemple, dissous les associations, dissous les partis politiques, quand par exemple, aux élections de 1961, Olympio a empêché les autres partis politiques de présenter des candidats. Ils ont voulu présenter des candidats. Moi, j'étais au collège à l'époque, en classe de seconde, donc nous n'étions pas totalement des analphabètes. Mais quand on a voulu, les partis d'opposition ont voulu déposer leur liste, le trésorier payeur de l'époque, avant la date, l'heure de fermeture des bureaux, a fermé tout simplement les guichets, puis les partis. Donc les gens sont arrivés avec leur liste, ils ont attendu, et le trésorier, un Français, il vient leur dire que c'est trop tard, que l'heure
est déjà passé. C'est comme ça qu'en 1961, déjà, nous étions au Togo dans un parti unique de fait, puisque seuls les députés du culte se sont présentés aux élections, à la fois législatives et présidentielles, qui ont donc créé le régime présidentiel, avec un score la soviétique, bon, à l'époque, ça ne gênait personne, de près de 90%. Et donc il y avait, disons, un climat délétère au Togo. Alors, bien évidemment, quand vous êtes dans une telle situation, vous voyez qu'un pouvoir autoritaire est en train d'émerger, bien évidemment, les autres, ils réagissent. Ils se disent, comment allons-nous faire pour mettre fin à ce système? Donc, ils font des complots. Le complot, ça fait partie du droit de l'homme. C'est-à-dire, quand vous êtes dans un régime dictatorial, autoritaire, de violation des droits de l'homme, mais vous avez le droit de fomenter des complots pour renverser ce régime. C'est le droit à la sécurité. Votre droit à la sécurité, ben, vous l'avez comment? Ben, vous l'avez en fomentant des complots avec des gens qui sont proches de vous. Moi, cherchant à l'extérieur, au besoin des forces, des gens qui peuvent vous aider à mettre fin à votre souffrance. J'ai un ami qui est décédé et qui m'a appris une loi. Et c'est un historien. Il me dit un jour, Richard, tu sais, quand dans un pays, la répression organisée par le pouvoir a atteint un certain seuil et que les populations sont faibles, démunies, ils n'ont aucun recours, seules des forces extérieures sont capables de les délivrer. Des forces extérieures sont capables de les délivrer. Disons dans l'ordre humain, j'entends. Maintenant, on a vu que l'Europe part deux fois par rapport à l'Allemagne, 1914-18, 39-45, sans les États-Unis d'Amérique, ben, je ne sais pas, l'Europe, l'Allemagne aurait conquis, serait la puissance dominante. C'est grâce aux États-Unis et, disons, à la Russie d'un côté, que Hitler a été vaincu. On peut remonter un peu loin dans l'histoire. Vous savez, en 471, avant Jésus-Christ, il y a eu la bataille de Thermopyle en Grèce. La bataille de Thermopyle. La Grèce n'existait pas, il y avait, disons, des provinces, différents peuples. Et il y avait Léonidas, qui était un Spartiate, que les peuples hellènes n'aimaient pas beaucoup, tout simplement parce que c'était un autoritaire, il avait un pouvoir de nuisance assez fort. Et donc, il a été confronté à une guerre contre Xerxès. Xerxès, c'est un général perse. Mais dans l'armée de Xerxès, vous trouvez des Assyriens, vous trouvez des Nubiens, vous trouvez des Éthiopiens, vous trouvez ce qu'ils appelaient les immortels, qui venaient aider Xerxès avec des lions pour combattre. Et donc c'est Xerxès qui a combattu Léonidas. Léonidas est mort, et c'est un peu l'origine de la démocratie en Grèce. C'est ça qui a permis au peuple de se libérer. Donc, passé cette étape, il y a eu, donc après Sivan Soulimpio, le régime intermédiaire de Nicolas Gruniski et Meachi, et puis vers le régime du RPT UNIR de 70 jusqu'en 2020. Jusqu'en 2020. La première chose que je voulais dire, c'est que le RPT a été créé à Paris. À Paris. C'est un baron du RPT qui me l'a dit. À Paris. Et quand vous prenez les dates, même de création du RPT, vous verrez que ces dates correspondent à des dates de la période coloniale, de l'autonomie interne. Et très vite, nous nous sommes rendus compte que dès 70, nous étions rentrés dans une période de répression. Je ne peux pas citer toutes les dates ici, mais pratiquement chaque année ou tous les 2 ans,
il y avait une répression, il y avait des problèmes, des arrestations, etc., jusqu'à la conférence nationale, où effectivement il y a eu aussi beaucoup de violences. Ces violences ont continué à chaque élection jusqu'au décès du président Eyadema. Et de 2005 à 2020, les mêmes violences ont continué. Le pic a été atteint avec près de 1000 morts selon les organisations de droits de l'homme au Togo, et ça a continué jusqu'à nos jours. Et à nos jours, les derniers événements en date, la persécution du président Agbeyome, si quelqu'un perd les élections, est-ce qu'il faut le persécuter? Vous dites que vous avez gagné les élections. Si votre adversaire perd les élections, il faut aller le persécuter, il faut mettre des soldats dans toute sa maison, il faut le jeter en prison. Non, c'est parce que vous avez perdu les élections que vous voulez le persécuter. Et donc, par conséquent, la violence est un phénomène structurel dans notre pays depuis toujours. Alors, les causes, autre cause, quand je parle des intérêts étrangers, mais il y a un pays qui est constamment présent dans le jeu politique togolais, c'est la France. C'est la France qui est constamment présente dans le jeu politique togolais depuis pratiquement notre accession à l'indépendance. La France intervient, elle assassine, elle change les régimes, elle fait la promotion des gens. Est-ce que vous savez que parfois même nos dictateurs rechignent à nommer des gens, des postes de responsabilité, et que parfois l'ambassade de France vous dit non, mais prenez telle personne, nous trouvons que c'est un bon élément, parce qu'il les a recrutés dans leur réseau et qui peut servir leurs intérêts. Certains d'entre vous qui ont eu la chance de travailler à Paris nous sont rendus compte qu'il y a des Togolais qui sont recrutés directement depuis Paris parce qu'ils ont le profil qu'il faut pour ça. Bien, alors, donc la violence a continué jusqu'à nos jours. Donc, elle continue tout simplement parce qu'il y a des intérêts étrangers très puissants qui préfèrent que ce soit ces régimes-là qui nous dominent et qui puissent leur permettre de tirer profit le plus largement possible de nos ressources et qui leur permettent aussi de contrôler la sous-région ouest africaine. Cette violence a parfois des caractères, disons, psychologiques très prononcés. Selon la personnalité du chef de l'État, tu sais, la violence en intensité peut augmenter ou peut diminuer. Et nous nous sommes rendus compte, nous sommes beaucoup plus âgés que vous. Moi j'ai des enfants, mon premier fils a pratiquement 50 ans, donc si mon fils a 50 ans, c'est que je connais un peu, comment dirais-je, le développement psycho-affectif d'un enfant, et donc forcément, il y a des blessures. Il y a des blessures qui remontent très loin dans le temps et qui déterminent nos comportements et qui peuvent interférer sur notre façon de gouverner un pouvoir. Je crois qu'il faut le retenir aussi. Alors, pour la solution, il y a un problème fondamental dans ce pays. Je suis très heureux de voir que tout récemment, Monseigneur Kodjo a pris cette initiative qui a véritablement permis d'aller à la victoire, c'est-à-dire de reconstituer l'unité de l'opposition et de choisir un candidat unique. Bon, beaucoup de gens ne l'ont pas compris, mais Dieu aidant, le candidat désigné par Monseigneur Kodjo, ce n'est pas une victoire, c'est un plébiscite. Si au premier tour vous remportez plus de 60% des voix, c'est un plébiscite. Et en même temps, c'est un plébiscite, mais qui a une signification historique importante. Parce que depuis toujours, depuis 1963 que Olympio a été assassiné, la chanson que nous chantons, c'est Union et réconciliation nationale. Les Togolais se sont réconciliés avec l'élection d'Agbeyome Kodjo. Parce qu'ils ont voté du sud au nord. Les gens du nord n'ont pas dit « Ah, les gens du sud sont nos ennemis ». Non, c'est la réconciliation nationale. Ce n'est pas des mots, ce n'est pas des slogans. Les Togolais ont marqué leur action en disant « Maintenant, c'est terminé ». Peut-être ils votaient avant pour le candidat de l'opposition, mais que, bon, les problèmes n'étaient pas aussi, comment dirais-je, bien organisés, l'opposition n'était pas bien organisée.
Mais au jour d'aujourd'hui, la réconciliation nationale est scellée. Et le pouvoir actuel, par rapport à la violence, est un pouvoir mafieux. La mafia, c'est quoi? C'est des gens qui sont sans foi ni loi, qui ne respectent pas les lois, qui n'ont qu'un seul souci, c'est piller le pays, c'est sauvegarder leurs intérêts, c'est avoir des avantages qui sont indus, qui ne sont pas dus par le mérite, mais qui sont dus parce que tout simplement, ils ont la force, ils peuvent vous éliminer, et donc, ils constituent autour d'eux une sorte de néo-gentry, c'est-à-dire une couche de nouveaux riches à qui ils distribuent les prébendes, les richesses du pays. Ils disent, bon ben, je vous nomme à la tête de telle société, vous faites ce que vous voulez, ben vous, les milliards, vous les mettez dans votre compte ou chez vous à la maison. On vous dit de construire une route, vous prenez 20 milliards, vous dites, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Et c'est ça que nous vivons. Et tout ça est soutenu par la violence. Je crois qu'il est temps que nous mettions fin à cela. Mais pour mettre fin à cela, il faut une alternance. Il faut des hommes nouveaux qui aient une vision nouvelle de la société. Ces hommes nouveaux doivent respecter les droits de l'homme. Les droits de l'homme, nous ne pouvons pas transiger là-dessus. Les droits de l'homme, excusez-moi, mais le fœtus, jusqu'au vieillard de 99 ans, sont justiciables des droits de l'homme, méritent d'être protégés. Donc, il faut cela. Il faut une nouvelle société. La société dans laquelle nous vivons n'est pas une société saine. C'est une société d'esbrouf, de mensonge, d'une société de perversion. Une société de gens, en face d'eux, il n'y a que des ignares et que le seul facteur qui prédomine dans la gestion de la cité, c'est la force. J'ai rencontré un étudiant togolais aux États-Unis, où j'étais en mission d'enseignement. C'est un Français, un Canadien, qui m'a dit, j'étais au Togo, je suis allé au Togo participer à un projet qui s'appelle le Prodebo. Et quand j'étais là-bas, on m'a dit que au Togo, c'est les gens les plus intelligents qui sont dans l'armée, et que tous les autres, que c'est des gens qui n'ont pas été à l'école, que c'est des ignares. Et il me demande si je suis du Nord. Je dis non, je suis grand, mais je ne suis pas du Nord. Alors, ça veut dire quoi? C'est que quelque part, il y a toute une idéologie de légitimation d'un pouvoir qui lui-même sent qu'il est médiocre et qui donc veut faire croire aux autres, à la communauté internationale et à ceux qui distribuent de l'argent, qu'en dehors de la force, qu'au Togo, il n'y a pas d'autres richesses. Alors, je crois que je vais m'arrêter là-dessus parce qu'il y a un collègue qui doit partir. J'ai été un peu long, mais je n'ai pas voulu rentrer trop dans les détails. Pour nous résumer, je pense que nous devons avoir une autre vision de l'Afrique. Pour moi, ce n'est pas le Togo qui compte. Je suis là aujourd'hui, mon message, je tiens à remercier Monseigneur pour ça, mais pour donner ma touche personnelle, pour moi, être Kabien, ça n'a aucun sens dans l'histoire. C'est quoi un Kabien? Aller dans une ville à Washington, demain, dans 20 ans, j'ai ici l'horloge démographique du Togo. C'est-à-dire en 2100, combien seront-nous? Vous êtes jeunes, peut-être vous avez des enfants, dans 20, 30 ans, ils seront là. Le monde aura encore changé. Regardez le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, avec le coronavirus. Le monde est à genoux. Vous voyez les dictateurs, est-ce qu'ils pavanent dans les rues? Mais c'est le moment qu'on choisit pour aller mettre en prison le président démocratiquement élu, le premier de l'histoire du pays. Je dis bien, je suis prêt à débattre avec les historiens, parce que Sylvanus Olympio n'a pas été démocratiquement élu, il a falsifié, il a fait en sorte que les autres ne se présentent pas aux élections. Et depuis, c'est lui le premier président démocratiquement élu. À mon sens, je suis prêt à en débattre avec les historiens, avec tout le monde. Donc, il faut une nouvelle vision. La nouvelle vision, c'est de sortir du jeu politique avec l'Europe, la France, l'Allemagne et les autres. Pourquoi? Parce que en 60 ans d'indépendance, nous nous sommes rendus compte que ces gens nous ont fait beaucoup de mal. Il faut aller vers d'autres partenaires privilégiés. Mais aller vers ces partenaires privilégiés
Mais c'est voir d'abord nos propres voisins, le Bénin, le Burkina. Si nous devons serrer nos liens avec quelqu'un, avec des États, c'est avec ces pays-là. C'est avec eux que nous irons dire, bâtissons ensemble notre sous-région. Bâtissons ensemble notre région. Il ne s'agit pas de faire un chemin de fer de Lomé à Saint-Cassé, mais pourquoi est-ce que nous ne ferons pas un chemin de fer de Lomé au Nigeria? Pourquoi est-ce que les routes transversales, nous ne les ferions pas? Demain, le monde qui se présente avec la Chine, avec d'autres puissances, qui frappent déjà aux portes de l'Afrique, c'est que de la Méditerranée à l'Atlantique, nous aurons une voie directe, ça fait 4 000 à 5 000 km, mais qui va permettre de contourner l'océan Atlantique, et donc qui permettra, mais en termes d'infrastructure et de modification structurelle de l'environnement africain, mais d'apporter beaucoup plus à l'Afrique que le combat contre le terrorisme au Sahel que la France prétend mener. Donc, nous sommes des gens de vision. Je pense que le président est un homme de vision, que nous devons aller vers de grands ensembles. Nous devons avoir des ambitions pour l'Afrique. Nous sommes les plus riches de ce monde. Nous détenons les matières premières stratégiques en duopole avec la Russie, le Canada et l'Australie. Mais nous sommes les plus pauvres. On nous fait croire que nous sommes les plus pauvres. Nous sommes des riches et on nous traite comme des idiots. Donc, je dis que ce qui se passe aujourd'hui au Togo, c'est la fin d'une histoire, c'est la fin d'une souffrance et que nous devons tous nous mobiliser. Nous lançons un appel à tous les partis d'opposition. Nous disons que ce n'est pas Guillaume Kodjo qui est le problème togolais. Le problème togolais, c'est le régime RPT uni et leur soutien. Le peuple togolais a assez souffert depuis 100 ans. Je pense que nous devons mettre fin à ça. Et Dieu, avec Monseigneur Kodjo, grâce par l'entremise de Monseigneur Kodjo, nous aide à mettre fin à ce régime. Je crois que nous devons lancer un appel à tout le monde. Nos égoïsmes individuels n'ont aucun sens de l'histoire. Qui connaît mon père? Qui connaît ton père? Devant Dieu, nous sommes petits. Regarde le coronavirus. Qui sommes? Or, dans l'univers, il y a le plus petit, il y a le plus grand. Et quand on cherche le plus grand, ceux qui ont une autre dimension, le plus grand c'est Dieu. Le plus grand c'est Dieu. Donc, j'en aurais terminé. Je m'excuse d'avoir été un peu long, mais il fallait parce que c'était, disons, une question extrêmement importante sur laquelle il fallait faire un retour en arrière. Je vous remercie.